J'ai été capable de me souvenir, par exemple, jusqu'à 12 rêves par nuit, Quoi? rêves différents par nuit. Mais arrête. Dans mon journal de rêve, en fait, j'avais R1, R2, alors je note R1, R2, R3, et donc c'est 12 rêves avec des Mais scénarios non. différents. Alors on dit 5 sens, mais en réalité, ça aussi, ça fait partie des nomenclatures qui sont un peu has-been, parce qu'en réalité, on n'a pas 5 sens, on en a à peu près 9. Souvent, on oublie la proprioception, on oublie l'interoception. Je vais d'abord parler des tests de réalité. Ensuite, je vais parler du journal de rêve. Et la troisième des choses, je vais parler des techniques d'induction ou les techniques d'hypnose qui permettent de potentialiser un peu tout ça. Et pour le coup, le rêve lucide, c'est une expérience où les gens vont aller rechercher des choses très différentes finalement. Mais je sais qu'il y a une communauté qui s'occupe de faire des rêves lucides, mais typiquement, l'objectif, c'est de coucher avec telle ou telle actrice ou tel acteur. Dans un niveau de lucidité, on a l'éveil des sens. Ouverture du sillon. Bien, alors, un rêve lucide, dans l'expérience que moi j'en ai faite, c'est quand on prend conscience qu'on est dans un rêve et qu'on se dit, tiens, il y a quelque chose qui est bizarre, qui est pas conforme à ce qu'on a l'habitude de vivre, et on se dit, mais c'est pas possible, ça doit être un rêve. Et alors, le plus souvent, on se réveille quand on a peur. On a peur, on se dit, bon, il y a un monstre, là c'est chelou, etc. C'est bizarre. Donc on a tendance à vouloir se réveiller et c'est ce qui fait qu'on perd la lucidité dans le rêve. C'est finalement cette capacité de retrouver son libre arbitre et de se dire, là je suis pas dans mon lit, je suis dans mon lit en train de dormir, mais ma conscience elle est ailleurs, elle est dans ce rêve. Donc le rêve lucide c'est ce moment-là en fait. Globalement on a tous déjà vécu ça. Généralement on le vit beaucoup dans l'enfance et on l'oublie. Les adultes aussi ont tendance à perdre avec l'âge, on a tendance à perdre cette proportion-là, cette qualité qu'on a de pouvoir voyager un petit peu dans le sommeil. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est la façon la plus simple de montrer que juste vous aimez ce qu'on fait. Donc merci beaucoup et bon podcast à tous. Ok. Est-ce que du coup, il y a des degrés d'intensité de rêve lucide, en gros du truc basique au truc extrême? Est-ce que voilà, quels sont les différents degrés d'intensité d'un rêve lucide? Ouais, alors il y a plusieurs nomenclatures, il y a plusieurs niveaux d'intensité. Alors, il y en a qui ont 5 niveaux, qui décrivent 5 niveaux d'intensité. Il y en a d'autres qui parlent de 7. Grosso modo, ce qu'on peut retenir, c'est que un premier niveau de lucidité, c'est simplement le fait d'avoir conscience qu'on est dans un rêve, sur le moment même, hein, pas après s'être réveillé. Parce que très souvent, en fait, la bizarrerie du rêve, elle apparaît que quand on se réveille. Donc c'est le premier niveau, c'est le fait d'être conscient, d'être dans un rêve, mais pendant le rêve. Le deuxième niveau, c'est vraiment de disposer de son libre arbitre. Ça veut dire que c'est pas la même chose de se réveiller, de se dire, ah, je savais que j'étais dans un rêve dans mon rêve. Là, c'est de disposer de son libre arbitre, c'est pendant le rêve de se dire, bon bah là, si je décide d'aller à gauche, s'il y a un chemin qui bifurque, eh bien le libre arbitre, c'est le fait de pouvoir choisir le chemin de gauche ou de droite, par exemple. Ensuite, au fur et à mesure, on va regrouper ça dans 2 ou 3 niveaux, mais c'est la faculté de raisonnement, mais aussi de clarté sur ce qui est en train de se passer. Parce que très souvent, il y a des rêveurs lucides qui décrivent des moments où ils savent qu'ils sont en train de rêver. Mais en termes de raisonnement, quand ils se réveillent, en fait, ils racontent comme un scénario d'un film, comme s'ils étaient le personnage d'un film et ils avaient vécu un petit peu le truc à la troisième personne. Donc il y a tout un niveau de lucidité qui va mettre du temps à passer, mais c'est un niveau de lucidité où on va essayer de garder en fait la continuité de ce libre arbitre qu'on a décrit dans le niveau 2, mais dans cette faculté de raisonnement, de dire, de garder cet esprit critique, de remettre en cause en fait la nature des choses qui viennent à nous en rêve. Et ça, c'est un niveau du coup, c'est le step, le step en général qui est difficile à sentir et surtout à surpasser. Les derniers niveaux de lucidité, ça fait en fait appel à tout ce qui est de l'ordre des sens. Alors on dit 5 sens, mais en réalité, ça aussi, ça fait partie des nomenclatures qui sont un peu has-been, parce qu'en réalité, on n'a pas 5 sens, on en a à peu près 9. Souvent, on oublie la proprioception, on oublie l'interoception. Alors, ça, souvent, c'est des facultés, des choses auxquelles on ne fait pas appel dans le rêve. Mais quand on va parler un petit peu des entraînements en rêve lucide, on va voir que par exemple les gymnastes, eux, ils doivent calculer des timings de rotation, de salto par exemple dans les airs, et tout ça, c'est des informations qui viennent de l'appareil vestibulaire. Donc l'acquisition et
la sensation qui va être sentie ou ressentie en rêve, ça va être quelque chose qui va être de l'ordre de la progressivité, ça va être un critère de progressivité dans ce qu'on appelle les niveaux de rêve lucide. Et donc, il y a quelque chose qui est pas décrit dans toutes les cartographies, on va appeler ça, ou dans toutes euh, Nomenclature. voilà, dans toutes les cultures aussi, effectivement, parce qu'on parlera de ça. Euh, c'est le fait d'attribuer un sens au rêve. Alors, ça, c'est un avis personnel que je vais donner. Ça fait partie des derniers niveaux de lucidité, mais je vais quand même donner un avis personnel sur la question. C'est qu'en fait, tous les rêves n'ont pas forcément de sens et on n'est pas forcément concerné par tous les rêves. Il y a des rêves en fait qui ne nous concernent pas vraiment. En fait, Ok. j'ai une image pour parler de ça, c'est que parfois, euh, on vit un rêve un peu comme si on regardait la télé, en fait. On, on est spectateur en fait d'une scène et on se réveille et puis on raconte cette scène. Mais moi j'invite souvent les gens qui sont un peu onirironautes à se demander en fait quelles sont les parties du rêve qui les concernent réellement. Je veux dire, quand on est dans la réalité et qu'on voit un accident devant nous et quelqu'un qui souffre, euh, on peut se dire en fait qu'on est concerné par ça dans la mesure où on a ce qu'on appelle de l'empathie. Alors, on n'est pas tous égaux encore une fois par rapport à ça. On sait qu'il y en a qui en sont un petit peu moins lotis que d'autres. Mais les neuromiroirs, typiquement, on en parlera. C'est ce qui nous permet de savoir un petit peu quel est le ressenti de la personne quand on voit une scène. Mais il y a beaucoup de personnes qui passent à côté d'un accident de la route sans se sentir trop concernées en fait. Donc, en fait, dans le rêve, c'est exactement la même chose. Il y a des choses qui vont arriver dans l'inconscient ou dans le conscient, selon si vous êtes dans un rêve lucide ou pas. Et il va falloir à un moment déterminer bah, si ça vous concerne ou pas, en fait. Si ça vous concerne ou pas, c'est très attrait aux objectifs qu'on se met dans cette exploration qu'est le rêve lucide. Donc, le rêve est un espace qui est assez similaire, en fait, à la réalité. Si on n'a pas d'objectif dans le rêve, on va juste recevoir énormément d'informations. C'est un monde de flux beaucoup plus puissant en fait que la réalité, où on peut très facilement se mettre dans une bulle, on peut très facilement s'extraire du monde. On a même des courants spirituels où on parle d'autarcie. Donc tout ça pour revenir un petit peu au dernier niveau de lucidité qui ne sont pas décrits dans toutes les traditions, mais typiquement c'est de trouver du sens à toutes les symboliques et à toutes les choses qu'on va savoir retirer des rêves. Et typiquement, dans notre journal de rêve, on en parlera un petit peu. Ça, c'est vraiment essentiel parce que pour pouvoir explorer tout ça, il ne faut quand même pas oublier qu'il faut avoir une bonne mémoire de ses rêves. On peut vivre des choses extraordinaires et les oublier complètement. Au passage, il y a une pathologie qu'on connaît assez bien, qui s'appelle Alzheimer, où les gens vivent des choses extraordinaires, mais ne s'en souviennent plus. Ils ne se souviennent plus de leur enfant, ils ne se souviennent plus de leur mari, ils ne se souviennent pas des personnes Hmm. voilà. Donc, c'est-à-dire que vivre une expérience riche et intense, ça ne veut pas dire qu'on y a accès en permanence. Et donc ça aussi, il faut cultiver ce qu'on appelle la mémoire onirique. Donc c'est la faculté de pouvoir se souvenir de ses rêves, parce qu'en fait, c'est pas forcément servi sur un plateau tous les matins. Ok, très bien. Du coup, donc il y a différentes intensités. Toi, après 10 ans de rêve lucide, ce que tu m'as dit tout à l'heure, après 10 ans de rêve lucide ou de pratique du rêve lucide, où est-ce que tu te situes sur cette échelle d'intensité? Alors ça va vraiment dépendre des périodes. Euh, le rêve lucide est très très intrinsèquement lié en fait à la qualité du sommeil et aux intentions qui accompagnent, on va dire, l'état d'esprit qu'on va avoir avant de s'endormir. Donc, si tu veux, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du rituel, et donc il y a des phases de vie dans lesquelles bah, je veux expérimenter les rêves lucides, un petit peu comme on aimerait expérimenter, euh, on va dire, euh, une expérience formidable, comme par exemple, je sais pas moi, un parc d'attractions. Est-ce qu'on dirait que, oui, comme un parc d'attractions, c'est bien, est-ce qu'il faut provoquer ça tous les jours? Eh bien, pour moi, non. Et donc, ça dépend vraiment Hmm. des phases de vie. Et donc, dans les phases de vie où j'ai vraiment été consciencieux là-dessus, j'ai été capable de me souvenir, par exemple, jusqu'à 12 rêves par nuit, Quoi? rêves différents par nuit. Mais arrête. Dans mon journal de rêve, en fait, j'avais R1, R2, alors je note R1, R2, R3, et donc c'est 12 rêves avec des Mais scénarios non. différents. Oui. En fait, il y a à peu près... Oui, oui, c'est C'est très fort. barjo. Alors, les 12 rêves, je gardais pas la lucidité de manière continue. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir qu'on rêve toute la nuit. On peut rêver dans des phases de sommeil qui sont autres que le sommeil paradoxal. Et donc, il y a par exemple ce qu'on appelle l'imagerie hypnagogique. Quand on va
aller s'endormir, il y a certaines personnes qui vont avoir euh, une sorte d'imaginaire qui va se mettre en place. Parfois, c'est des images. Il y a parfois des personnes qui vont entendre des sons comme des hallucinations auditives. Et cette phase de sommeil, d'endormissement, c'est une phase de transition en fait où notre cerveau va commencer à shifter. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu les rêves lucides, on a ce qu'on appelle le shifting. Donc, c'est le fait d'accompagner un sujet en train de dormir dans cette faculté de pouvoir imaginer un petit peu les choses pour rentrer dans le monde des rêves. Et donc, ça se passe plus ou moins naturellement. Très souvent, c'est juste avant l'endormissement, donc on s'en souvient pas très bien au réveil. Mais ça, par exemple, c'est déjà une forme de rêve. Mhm. Il y a notamment Stephen Laberge, qui est un des chercheurs les plus éminents sur le sujet. C'est d'ailleurs lui qui a prouvé l'existence du rêve lucide. On pourra en parler un petit peu des substrats un peu physiologiques et neuroscientifiques du rêve lucide, hein, pour bien rappeler à nos auditeurs qu'on parle de quelque chose de l'ordre des neurosciences cognitives et pas des expériences personnelles euh, qui peuvent être parfois décrites avec beaucoup d'enthousiasme ou parfois avec un petit peu trop de magie. Là, on parle de Stephen Laberge, qui est un neuroscientifique qui a prouvé l'existence des rêves lucides. Et lui, typiquement, disait, bon, bah, les rêves lucides, en fait, ça peut apparaître en sommeil paradoxal, ça peut apparaître dans d'autres formes de sommeil. Et donc, lui, il décrivait cet état un peu particulier de l'endormissement, l'imagerie hypnagogique, comme étant une des techniques qui permettait de rentrer, de transiter sa conscience, son libre arbitre, finalement, sa conscience de soi et de l'apporter finalement dans le rêve. Donc c'est lui, il avait une technique, donc c'est toutes les techniques qu'on appelle mild, mild comme mnémotechnique induction. Euh, ce sont des techniques qu'on va, un peu comme des mantras, des choses qu'on va répéter. Typiquement, il y a une technique qui est relativement connue. On dit un, je rêve, 2, je rêve, 3, je rêve, 4, je rêve. Et alors, pour parler de mon expérience, moi, quand j'arrive à 500, 550, 555, parfois 555, c'est le moment en fait où je me perçois en train de rentrer dans mon rêve en disant 555, 555, je rêve. Et là, je prends conscience en fait que je suis plus dans mon lit, je suis dans mon rêve. Et c'est là où ça commence, quoi. Magnifique. Moi, j'ai mon expérience personnelle, c'était 2 rêves et j'étais là, mais j'ai fait 2 rêves, je suis comme un fou. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 6 mois, et j'étais hyper enthousiaste. Donc, quand j'entends 12 rêves, ça me semble Oui, déjà très difficile à pouvoir matérialiser, coucher sur le papier. C'est un des trucs d'ailleurs qui est intéressant dans les rêves, c'est qu'on ne peut en avoir une vision que parce qu'on le rapporte à l'écrit et pas vraiment parce qu'on peut l'observer de manière scientifique. Donc, toi, c'est vraiment, tu l'as rappelé, c'est quelque chose, tu es attaché à la méthode scientifique et à cette analyse donc des rêves depuis, non pas depuis la magie, mais depuis la méthode scientifique. Donc, tu parlais d'un mec qui a prouvé justement l'existence de rêves lucides. Est-ce que tu veux parler vraiment un petit peu plus dans les détails de comment oui. est-ce qu'il a réussi à montrer que ça existait en fait le rêve lucide de Alors, manière scientifique, on va dire. ouais, moi je pense que c'est important de le faire parce qu'effectivement, beaucoup de personnes parlent des rêves lucides comme étant des expériences de sortie astrale ou pour Oui, concevoir ce que c'est qu'une sortie astrale, il faut déjà présupposer qu'on a quelque chose qui est capable de sortir de notre corps et de se balader. En fait, ça, c'est quelque chose qui n'a pas été prouvé scientifiquement. On pourra parler plus tard des expériences de mort imminente, par exemple, mais le présupposé qu'on doit admettre ou qu'on doit émettre quand on parle des sorties astrales, c'est que on a une partie de notre identité qui est capable de vivre des expériences en dehors de notre corps. Et donc, moi, c'est pas un présupposé que j'utilise pour parler des rêves lucides. Pourquoi? Parce que Stephen Laberge, j'en parlais tout à l'heure, qui est un psychologue américain, a décidé en fait d'observer le mouvement des yeux pendant le sommeil paradoxal. Il se trouve que quand on rêve, il y a une partie du cervelet, donc c'est la partie postérieure du cerveau. Alors c'est un petit peu en dessous du cervelet, en réalité c'est une partie qu'on appelle le tronc cérébral. Et dans ce tronc cérébral, on a une partie, un noyau, qui va inhiber, donc vraiment qui va endormir tous les mouvements possibles et imaginables qu'on puisse faire dans notre sommeil. Alors, ça nous protège parce que sinon, on casserait la gueule à la personne qui dort, qui dort à côté de nous. Donc, et alors, on en rigole, mais ça arrive. Ça arrive. Il y a un trouble qu'on appelle le trouble comportemental du sommeil paradoxal. C'est un trouble qui est relativement connu dans les pathologies du sommeil. Eh bien, ce sont des gens
qui vont avoir cette partie du tronc cérébral qui ne fonctionne pas. Et donc qui n'ont pas cette inhibition. Cette inhibition, en fait, elle nous permet de ne pas vivre nos rêves et de ne pas se mettre à courir ou à mettre des coups de genoux. Alors parfois, il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais moi je bouge dans mon sommeil et tout ça. Alors très souvent, c'est pas en sommeil paradoxal que ça arrive. Ça, c'est dans d'autres phases de sommeil où finalement on est un petit peu moins profondément endormi, où ça, on peut l'observer. Et d'ailleurs, le somnambulisme, ça n'arrive pas dans le sommeil paradoxal. Ça arrive dans d'autres types de sommeil qui sont un petit peu moins profonds. Euh, Typiquement, le sommeil paradoxal a comme particularité de faire fonctionner justement les yeux. Tout à l'heure, j'ai dit toute l'activité musculaire est atonique, inhibition. Donc l'atonie, c'est le fait de dire qu'on n'a pas de tonus dans les muscles. Eh bien, un des seuls endroits où on retrouve un mouvement, eh bien, c'est les yeux. Alors pour ceux qui ont eu l'habitude de voir les enfants s'endormir ou qui ont eu des bébés à proximité, très souvent, en fait, on voit, même paupières fermées, on voit un léger mouvement de saccade oculaire de gauche à droite. Alors ça, c'est pas contrôlé, c'est quelque chose d'automatique qu'on observe chez tout le monde. Mais chez les rêveurs lucides, eh bien, on peut leur demander avant de s'endormir, par exemple, d'apprendre une combinaison, un peu comme du morse. On leur dirait, allez, maintenant, dès que tu vas être dans ton rêve, tu vas t'endormir, tu fais tous tes rituels, etc., etc. Mais moi, parce que je te crois pas que tu es un rêveur lucide, Roland, je voudrais que quand tu dors, tu m'envoies un signal. Moi, je vais mettre deux petites électrodes. Tes yeux, ils vont bouger à un moment donné dans tes 8 heures de sommeil, là. Et moi, je veux qu'à un moment dans la nuit, j'ai mis un veilleur, on va dire une IA, qui surveille un peu tous tes mouvements oculaires. Alors, ce qu'on observe dans un électro-oculogramme, c'est un mouvement de haut en bas. En général, haut, c'est quand on va à gauche, droite, c'est quand tout dépend de comment est-ce qu'on positionne les électrodes, mais au bas, généralement, c'est des mouvements de gauche à droite. Mais chez le rêveur lucide, puisqu'il est capable de contrôler, on l'a dit tout à l'heure dans les niveaux de réalité et dans les niveaux de lucidité, pardon, puisqu'il est capable de contrôler normalement ces mouvements, il est capable de faire un gauche-droite, droite-gauche ou haut-bas, etc. Donc il y a moyen en fait de faire des combinaisons. Et donc bah, on peut faire par exemple, allez, bah, dès que tu es lucide, là tu m'envoies un droite-gauche, haut-bas, droite-gauche. Alors il faut retenir ça, c'est pas très compliqué hein, en général à retenir des petites séquences comme ça de mouvements. C'est un peu comme dans les jeux vidéo là quand tu vas faire une J'allais dire. GTA, là, je sais pas si tu as joué au GTA, mais tu sais le truc, Ouais. l'armée, les tanks et tout ça. Voilà, c'est un peu la même chose. Et donc, l'idée, c'est de retenir ça et de donner le signal aux chercheurs. Et donc, bah, ils se sont amusés à faire plein de trucs. Il y a un signal, par exemple, pour dire start et un signal pour dire stop. Et donc, par exemple, on peut compter combien ça fait 10 secondes dans un rêve. Est-ce que 10 secondes dans un rêve, ça vaut 10 secondes dans la réalité? Si on est capable de lancer un chrono dans la réalité au moment où on voit le signal oculaire correspondant à start, et qu'on arrive à stopper le chrono quand on voit le signal correspondant à stop, on est capable de compter même combien de temps ça fait pour faire 10 squats ou 10 pas. Est-ce que courir un 100 mètres dans un rêve, on arrive à battre un record si on n'a pas la même chronométrie? Et donc ça, c'est des questions de recherche qui m'intéressent beaucoup. Moi, j'ai continué un petit peu à lire sur ça pendant ces années-là. Mais voilà, moi, ça me passionne. Donc oui, pour en revenir à ça, le substrat qui nous aide à dire que le rêve lucide est vraiment quelque chose de réel, c'est qu'on a eu plein de rêveurs lucides qui ont été capables de donner ces signaux oculaires à l'intérieur du rêve, donc en sommeil paradoxal, parce qu'il y a d'autres outils qui nous permettent de vérifier qu'on est vraiment en sommeil paradoxal. Génial. Donc c'est finalement une combinaison qu'on donne pour dire au chercheur, je bouge mes yeux, gauche, droite, haut, bas, et ok, là tu es en rêve lucide. Et donc, juste pour ma curiosité, c'est les 10 secondes alors. Est-ce que le temps de rêve et le temps réel, c'est la même chose? Ouais. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs et toi-même, tu as vu le film Inception. Ouais. Alors, une de mes prochaines vidéos sur YouTube, ça va être d'ailleurs une de mes premières vidéos, ça va être de parler un petit peu de ce qu'il y a de bon dans Inception et tout le bullshit qu'il y a dedans. Parce que bah, en fait, il y a à boire et à manger. Ils ont utilisé pas mal un peu comme Interstellar, ils ont utilisé pas mal de chercheurs et d'avis d'experts pour étayer leur scénario. Mais après, il y a toujours une petite partie de fiction. Bah, je ferai une vidéo pour parler de ça. Et je parle de ça parce que justement dans Inception, je ne sais pas si tu te rappelles bien, mais plus on rentre dans des niveaux de lucidité, des niveaux de rêve profonds, plus le temps est dilaté. Eh Ouais. bien, c'est complètement faux en fait. Quand on demande à un rêveur de compter 10 secondes dans un rêve,
on arrive, il y a un petit écart type, il y a un petit écart de quelques Ouais. millisecondes, mais en réalité, on retombe plus ou moins sur 10 secondes est égal 10 secondes dans la réalité. 10 secondes en rêve, c'est 10 secondes dans la réalité. Par contre, il y a des choses qu'on appelle des illusions ou des choses qui sont liées à la dyschronométrie. Alors la dyschronométrie, c'est de mal évaluer le tempo ou le temps par rapport à ce qu'on devrait faire en temps normal. Typiquement, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de te rêver que tu te bagarrais et alors que tu essayes de mettre un coup et ça fait et alors ou alors tu essayes de courir parce que tu te rends compte que tu es dans une course et toi là tu vois tout le monde avec des drapeaux et tu essayes de courir et en fait ça marche pas, tu progresses pas. Et en fait ça Ouais, c'est ouais, ça m'est arrivé. retrouver. Ça c'est la partie de vrai qu'il y a dans Inception. C'est-à-dire que quand on essaye de faire un geste, eh bien le temps que l'information elle parte du cerveau, qu'elle aille, elle traverse la moelle épinière, qu'elle aille rejoindre les nerfs périphériques pour aller activer les bons muscles, eh bien ce temps-là, c'est pas le même en rêve. Hmm. On a parlé de cette inhibition qu'il y avait au niveau du tronc cérébral. Donc l'information, quand on veut faire un geste en rêve, elle voyage dans le cerveau, elle part vers le bas, donc vers la moelle épinière. Admettons que je veux lancer une fléchette, eh bien l'information, elle descend le long de la moelle épinière, elle chemine le long des nerfs périphériques, mais il faut savoir que bien avant, on a déjà passé le tronc cérébral qui est à l'arrière. D'ailleurs, dans Matrix, pour Mhm. la petite ref, c'est là où on met les biopores. C'est le long de la colonne Ah ouais. parce que c'est là, en fait, d'où part l'information et c'est aussi là où elle est intégrée. Donc oui, par rapport à cette question de temps, bah, il y a des choses, quand on veut bouger en rêve, on remarque qu'en fait, ça prend un peu plus de temps. On verra que on peut jouer sur ça. Il y a des choses qui nous permettent de jouer un peu sur ça. Euh, mais sinon, compter 10 secondes, par exemple, c'est plus ou moins la même chose en rêve. Ok. Et pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui galèrent alors qu'il y a d'autres qui ont des facilités à faire des rêves lucides? Alors, en fait, il y a énormément de facteurs. Comme il y en a beaucoup, je vais en choisir que trois. Euh, le premier, déjà, c'est la culture et la société dans laquelle on vit. Mhm. Il y a des cultures où, par exemple, en Asie, quand on fait des études qu'on appelle des méta-analyses pour analyser un petit peu quels sont les comportements des gens ailleurs dans le monde, ce sont des études multicentriques. On se concentre pas sur une seule région du monde en disant oui, la psychologie humaine, elle fonctionne comme ça. On va aller faire des recherches partout dans le monde. Et ce qu'on observe déjà, c'est qu'en fonction des cultures, bah, les Asiatiques, par exemple, font beaucoup plus de rêves lucides. Et alors les chercheurs, ils expliquent ça par le fait que, par exemple, ils sont un peu plus attrait dans leur culture, ils ont plus attrait à aller vers des types d'exercices comme la méditation, comme le Mhm. kung fu. On parle beaucoup on a hérité nous du shadowboxing dans le sport de combat, le fait de fermer les yeux et d'imaginer faire un combat avec un combattant imaginaire ou de Mhm. répéter un petit peu. Ah, eh Je suis bien, en ça, train d'éviter tes coups en même temps, t'as vu? tu le fais bien. Mais ouais, je sais pas s'il y a Ouais. il y a un décalage avec le décalage horaire là, mais mais enfin voilà, c'est un peu ça quoi. Les Asiatiques, on parle beaucoup des Bah, Tao, des katas, dans beaucoup de sports, des arts martiaux aussi, on a ça. On répète beaucoup de mouvements en fermant les yeux et tout ça. Donc la visualisation, hmm. c'est déjà des choses qui sont pas équitablement réparties dans toutes les cultures. Donc ça, je dirais que c'est le premier critère. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce premier critère? Sur ce premier critère, je voyais dans ton mémoire qu'il y avait une différence assez significative entre chinois et japonais. Parce qu'on dit les asiatiques, mais c'était presque les chinois rêvaient Oui. de façon Alors, lucide presque il deux peut, fois plus que les japonais. c'est ça. Alors, il peut y avoir une différence entre les Japonais et les Chinois, mais Le si le sujet est Chinois glissant, le rêve bien, sujet est glissant. non, non, entre sujet très glissant, entre les Chinois et certains Occidentaux, eh bien, on va retrouver aussi une différence. Donc, Mhm. c'est-à-dire que c'est pas la même chose de passer de 8 à 6 que de passer de 6 à 2 en Ouais. termes de niveau de lucidité. C'est-à-dire que si on dit que chez les Occidentaux, puisque on raconte pas ses rêves le matin, ça c'était le deuxième critère, j'allais en parler. Il y a des cultures, par exemple, où le matin, quand on se réveille, les parents vont demander à leurs enfants, vous avez rêvé de quoi? Mhm. Il y a des civilisations qu'on a retrouvées même en Australie et ailleurs dans le monde, en Amérique latine, où euh, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du rituel, où une fois ou deux fois par semaine, je retrouverai un petit peu les références de ça, les gens se rejoignent,
les gens du village se rejoignent pour raconter leurs rêves. Et alors, ce qui revient dans les rêves comme préoccupation vraiment importante, par exemple de rêver de sécheresse, eh bien, ça signale en fait qu'il y a une Hmm. préoccupation un peu en background, comme ça que tout le monde sentirait en fond et qui réapparaîtrait en rêve. Et en fait, tout ça, rien que le fait de ritualiser, le fait de raconter ses rêves, eh bien, ça aide déjà à mieux s'en souvenir. Parce que la lucidité en rêve, c'est une chose, mais le fait de pouvoir se souvenir qu'on était lucide en rêve, c'en est une autre. Parce que si je te demande, avant-hier soir, là, t'as mangé quoi avant-hier soir? Alors, avant-hier soir, pas hier soir, hein, avant-hier soir, qu'est-ce que j'ai mangé? Ben, j'ai pas mangé. J'ai pas mangé. Je suis allé directement à mes cours de basque et j'ai pas mangé. J'ai skippé mon repas. Très bien. Mais tu vois, déjà, par rapport à ça, je dirais, et c'est le troisième critère que j'allais, parce que je réponds quand même à ta question en te questionnant, mais c'est que l'accès à la mémoire et l'accès à une chose qu'on a fait de manière lucide peut parfois être difficile. Très souvent, en fait, on ne se souvient pas très bien de ce qu'on a mangé il y a 3 jours. La plupart des gens, en fait, ils mettent plus d'une minute à répondre à cette question-là, parce que l'accès à la mémoire, la mémorisation, et l'intégration de la mémoire, c'est vraiment trois choses différentes. Donc, quand je parlais des différences culturelles qu'il y avait entre, par exemple, les Occidentaux et les Orientaux, c'est déjà dans le contact qu'on a avec le rêve et sa proportion à pouvoir Hmm. s'en souvenir, en fait. Mais pour revenir sur la différence culturelle aussi, moi j'ai une expérience de personnes en Amazonie, donc Oui, vraiment dans une communauté indienne, où eux, donc tu leur demandes, bah, demain il se passe quoi? Finalement tu vas chasser, qu'est-ce que... Et là elle me dit, bah je sais pas, ça dépend de mes rêves. Et t'es là, mais, genre, et du coup le lendemain il te valide ou pas en fonction. C'est-à-dire qu'il non seulement ça a une place importante, mais ça a une place tellement importante qu'ils prennent des décisions en fonction des rêves qu'ils ont fait. ouais. Et alors, c'était dans quelle partie, ça, de l'Amérique latine? Équateur. Équateur. Et tu as Ouais. pu rentrer en contact avec eux directement? Ouais, ouais, ouais. Et donc c'était assez, pour eux, voilà, c'est culturel, quoi. Il t'a dit ça un peu comme si, bon, ben, ça va vraiment dépendre de mes rêves, un peu Ouais, comme si, ouais. bon, je vais regarder mon agenda, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, Exactement ça. bon, donc voilà. C'est Donc, très riche pour moi ton témoignage parce que tu vois, moi j'ai un rapport expérientiel au rêve, hmm, mais de ce que je sais des différences culturelles, c'est un rapport plutôt littéraire que j'ai avec ça. C'est en ouais, lisant ouais. que j'ai découvert ça. Mais donc c'est très riche pour moi d'entendre que c'est une confirmation quelque part. Et en fait, c'est marrant parce que c'était aussi, et ça, je fais enfin, le rapprochement avec ton travail aussi en même temps que je te parle, mais c'était en fonction de la chasse qu'il allait faire. Est-ce que sa chasse allait être bonne? Est-ce qu'il allait rêver de tuer des sangliers? Et en fonction de ça, il allait décider d'y aller ou pas. Si en fait il rêvait d'une bonne chasse, et j'imagine qu'il se voyait, qu'il se visualisait en train de lancer son projectile sur le sanglier, en fonction de ça, il prenait la décision d'y aller ou pas. Ouais, Donc il y avait vraiment ce travail ouais. de visualisation, et en fonction des résultats, il prenait la décision d'y aller ou pas, quoi. C'est ça. En fait, c'est très bien, c'est une très belle transition parce que ça va m'amener à parler de ce qu'on appelle l'effet Tetris. L'effet Tetris, en fait, c'est des expérimentations qui ont été faites autour des années 70-80, donc c'est de la vieille littérature, mais qui a été refaite vraiment dans plusieurs labos ailleurs dans le monde. On a fait jouer tout simplement en fait à des groupes de personnes le fameux jeu de Tetris, donc quand on essaye d'empiler les trucs pour gagner des points. Et en fait, les personnes qui jouent à Tetris avant de dormir, eh bien, il y a de fortes chances que non seulement ils rêvent de Tetris, mais que le lendemain, quand on les teste sur Tetris, ils soient beaucoup plus performants qu'une personne qui aurait pas rêvé de Tetris, en fait. Ce qui se passe pour un chasseur, par exemple, qui va visualiser une chasse et qui va donc performer sa chasse, par exemple, en rêve, surtout s'il arrive à un résultat positif, c'est-à-dire qu'il arrive Mm. à vaincre la bête, c'est-à-dire qu'il s'est déjà visualisé être gagnant. Aujourd'hui, quand on prend Teddy Riner, quand on prend toute la sphère du coaching mental, etc., finalement, qu'est-ce qu'on fait en hypnose avec les sportifs de haut niveau? On leur dit, mais vous allez vous visualiser sur le podium, en fait. Vous allez vous imaginer franchir la ligne d'arrivée le premier. Vous allez visualiser ça au point de vraiment le percevoir, le sentir. Et le fait de l'avoir vécu en rêve, eh bien, ça te donne une sensation de confiance voilà, Mm. inébranlable, quoi, si tu veux. Tu l'as déjà fait. Donc il s'agit de refaire quelque chose que tu as déjà fait quelque part.
Et rien que ça peut être une sorte d'effet placebo en fait. Une sorte Alors, d'effet placebo de dire bah, je l'ai déjà fait, même si c'est que dans un rêve, ça te donne quand même un petit boost de confiance qui au final va te le faire faire en vrai. alors, c'est intéressant, ta remarque est très intéressante parce que tu dis, même si c'est que dans un rêve, mais qu'est-ce qui te dit là maintenant tout de suite que Hmm. tu es pas dans un rêve? Tu savais très bien que tu allais avoir cette conversation avec moi, c'était prévu. Bon, tu connais pas mon visage, mais peut-être que, voilà, en connaissant d'autres personnes qui ont Hmm. mon profil, ma photo de profil, finalement, est-ce qu'il y a une manière où tu pourrais prouver que tu n'es pas dans un rêve là maintenant? Bah, disons que c'est difficile de se réveiller quand même quand on fait un rêve ou un rêve lucide, on arrive à se réveiller. Alors là, quand même si on est très stimulé dans le rêve, ça bouge pas trop quoi. Ouais. Donc, ouais, alors bon, ça va nous amener un peu à parler des tests de réalité, mais typiquement, ça peut Ouais. être une question difficile pour plus d'une personne. Alors, euh, savoir si on est en train de rêver ou pas, alors c'est assez bizarre, on comprend pas très bien pourquoi. Il y a des petites hypothèses, mais on n'a jamais cinq doigts en rêve. C'est très bizarre, mais on n'a jamais cinq doigts en rêve. Et nos doigts sont toujours un peu bizarres. On va soit, on va pas voir nos empreintes, ou alors on va avoir la main verte, ou alors on va avoir du mal à compter ses doigts. En fait, on va se dire, attends, je les ai comptés une fois, c'était 4 ou 5, je sais plus. Attends, je vais regarder encore une fois, là c'est 5, là c'est 6. Et donc, le fait de s'entraîner à faire ça dans la réalité, par exemple, si tu t'entraînes à faire ça 5, 6 fois par jour, alors l'objectif, c'est pas de s'arrêter à Auchan ou à Carrefour en faisant, voilà, voilà, les gens ils vont un petit peu se demander qu'est-ce que vous êtes en train de faire. On se dit, ouais, qu'est-ce qu'il fout lui? Donc bon, discrètement, bah, par exemple, là, depuis le début du podcast, je crois que j'ai dû compter mes doigts 3, 4 fois. Donc moi, je sais qu'on est bel et bien dans la réalité. Et ça, c'est des Mhm. petits tests. Bah, il y en a plusieurs. On les décrira peut-être à un autre moment. Si on reparle de tout ça une autre fois. Mais typiquement, ça, c'est vraiment des choses vraiment importantes. Parce que même si c'est que en rêve, euh, le cerveau fait parfois beaucoup de difficultés à faire la distinction entre ce qu'on vit dans la réalité et ce qu'on vit en rêve. Parce que quand on rêve d'un monstre qui nous poursuit, qu'est-ce qu'on fait, Roland? On crie. On crie et on se sauve. Et si c'était que un rêve, eh bien, on ne se sauverait pas en fait. Hmm. Ok, bah c'est super intéressant tous ces trucs. Donc, c'est quoi une bonne nuit de rêve lucide? Ou est-ce qu'il y a une bonne nuit de rêve lucide? Alors pour moi, en Est-ce fait, qu'il y a des bons et des mauvais rêves lucides? Même ouais, si ouais, j'ai ouais. envie de pousser jusqu'à là. Oui, oui, mais en fait, moi, je pense qu'il y a des bonnes méthodes et des mauvaises méthodes. Alors, moi, Alors, je ouais. prétends pas avoir trouvé la méthode. Je pense qu'en fait, la bonne méthode, c'est la méthode en fait qui nous convient à nous-mêmes, à soi. Et pour le coup, le rêve lucide, c'est une expérience où les gens vont aller rechercher des choses très différentes finalement. Il Hmm. y a des personnes, par exemple, moi, je suis une communauté, alors de loin, mais je sais qu'il y a une communauté qui s'occupe de faire des rêves lucides, mais typiquement, l'objectif, c'est de coucher avec telle ou telle actrice ou tel acteur. C'est par exemple parfois d'aller parler en... Quoi? Ah ouais, bah oui, parce qu'on a Attends, attends. dans un niveau de lucidité, on a l'éveil des sens. On a l'éveil des sens. Donc par exemple, la douleur, il y a peu de personnes qui le relatent, mais la douleur est quelque chose qu'on peut ressentir. Mais de la même manière qu'on peut ressentir de la douleur, on peut ressentir un plaisir sexuel aussi dans l'acte sexuel qu'on vit en rêve. Et donc, il y a des personnes qui cherchent à avoir des relations sexuelles dans le rêve lucide. Si ça, c'est l'objectif, ah bah là, toutes les nuits, il y a moyen de passer des bons rêves lucides. Euh, Mais euh, alors attends, c'est quoi ces communautés de rêveurs lucides qui essaient de se taper des stars en rêve lucide alors, là? je vais citer personne, mais ça existe. Effectivement, dans les blogs et tout ça, il y a des personnes. Ok. Bon, c'est des objectifs comme des autres, mais ça, je vais te dire une chose, c'est que pour moi, ça m'étonne pas. De la même manière que dans la réalité, c'est la même chose. Bah oui, oui, On finalement. focalise notre attention sur ce qui nous intéresse, ce vers quoi on aspire, et encore une fois, on n'est pas tous égaux et on n'est pas tous intéressés par les mêmes choses. Et donc, bah, qu'est-ce qu'une bonne nuit de rêve lucide? Bah, ça dépend ce qu'on va y faire en fait. Très bien, bah, c'est une super réponse. Rentrons un peu dans le dur du sujet. Au niveau de technique, j'aimerais bien essayer d'arriver à capter un résumé de comment. Alors, tu dis il y a plusieurs techniques, plusieurs méthodes, mais est-ce que tu pourrais essayer de résumer un peu les techniques? Donc, par exemple, pour une personne qui veut faire un rêve lucide ce soir, donc je ne sais pas si ce soir, parce que je sais que ça met un petit peu de temps à émerger, mais
qu'est-ce que peut faire une personne aujourd'hui pour commencer à faire des rêves lucides? Ok, bon. Il faut savoir que dans ce contexte-là, je suis en train de finaliser mon bouquin. Donc, la méthodologie qui pour moi est la meilleure, j'en parlerai dans mon livre. Mais je vais quand même donner trois tips. Alors, bon, le premier, je l'ai décrit un peu Oh tout à non, l'heure. non, non, il faut que tu nous racontes. On va quand même acheter ton livre. On va quand même Ah, acheter ton ok, livre. Il ok, faut que tu racontes. on va essayer de soutirer des infos. Bon, oui, et l'économie de la connaissance, ça veut dire quelque chose. Je pense que quand on partage de la connaissance, elle ne fait que se multiplier. Donc je vais dévoiler quelque chose et je pense que dans ta Les communauté, ça fera secrets. un peu du bien. Les Les petits secrets du rêve lucide. Les secrets des rêves lucides. Alors, il y a un test que j'ai pas lu beaucoup, que j'ai pas beaucoup entendu. Je vais d'abord parler des tests de réalité. Ensuite, je vais parler du journal de rêve. Et la troisième des choses, je vais parler des techniques d'induction ou les techniques d'hypnose qui permettent de potentialiser un peu tout ça. Ça, c'est vraiment les trois points. Quand je disais les trois tips, en réalité, c'est les trois pans les plus importants pour moi pour rêver de manière qualitative, on va dire. Bon, la première des choses sont les tests de réalité. Si vous ne faites pas de tests de réalité dans la journée quand vous êtes éveillé, vous n'allez jamais les faire la nuit. Donc si vous ne vous mettez pas un petit rappel Hmm. pour tous les jours, sans exception, vous essayez de faire ces fameux tests de réalité, et on va décrire ce que c'est tout à l'heure, euh, vous n'allez pas le faire en rêve. Et donc les rêves lucides ne seront jamais accessibles. Et donc ça, c'est ce qui fait une grosse différence entre les individus, c'est qu'on n'a pas la même rigueur et la même autodiscipline en fait par rapport à ça. On n'a pas aussi les mêmes moteurs de motivation à pouvoir rentrer dans le rêve. Une personne qui fait des cauchemars récurrents, par exemple, elle va pas forcément être à vouloir s'amuser, à explorer ses rêves, parce qu'elle sait très bien ce qu'il y attend. Donc voilà, faut savoir où on va et donc ça m'amène à parler du deuxième point. Avant de se lancer, de savoir si vraiment on veut rêver de manière lucide, tenez un journal de rêve. Ça, c'est très important. Tenez un journal de rêve, prenez un calepin, ça coûte 10 euros, allez acheter un carnet quelque part et notez. Moi, je pars du principe en fait que on passe parfois des heures et des heures à parler à des psychologues pour qu'ils nous posent des questions sur nous-mêmes, mais toutes les nuits, on a un cinéma, on a un théâtre, une projection mentale de ce qui se passe dans notre inconscient, et on se lève le matin, on enclenche le café, on met la clé dans le bazar, on prend une douche et puis on va au boulot. Et moi, je pars du principe que ce sont des moments précieux. Au petit matin, prendre 5-10 minutes sans bouger, ça c'est un autre conseil aussi que je donne, c'est ne bougez pas. Si en sommeil paradoxal, votre corps est endormi et est atonique, quand vous vous levez et que vous mettez votre corps en mouvement, même si ça ce n'est que pour éteindre le réveil, c'est un mouvement, vous êtes déjà en train de switcher vers autre chose. Le rêve, c'est la meilleure manière de vous préparer à l'activité et c'est une des fonctions du rêve. Il n'y a pas de rêve qui est statique en fait. On est toujours en mouvement dans le rêve et c'est fait pour maintenir en fait notre activité mentale, notre activité physique en activité, en mouvement quoi. Et donc l'idée c'est que si on veut se souvenir de ce qui se passe dans cette période de sommeil paradoxal où notre corps est vraiment atonique, et bien au petit matin, quand on commence un petit peu à penser à ouvrir les yeux, et bien là il faut résister à la tentation de bouger en fait. 2-3 minutes, 5 minutes tout au plus, ça va potentialiser en fait cette mémoire onirique qu'on va chercher à activer dans un premier temps. Et donc bah là, c'est le moment de prendre son journal de rêve et de noter ce dont on te souvient. Beaucoup de personnes me disent oui, mais moi je me souviens pas de mes rêves, etc. Mais oui, mais en fait il faut commencer quelque part. Si tu as rêvé d'un parent, si tu te souviens d'un champ de fleurs, mais tu te souviens pas exactement c'est quoi comme fleur, c'est pas grave. Tu notes j'ai rêvé d'un champ de fleurs. Si c'est une ligne, c'est pas grave. Moi j'ai commencé à écrire mes livres, je disais mais parfois mais mon journal de rêve J1 R1 c'était papa. C'est tout. Je savais juste que j'avais rêvé de mon père. Et il faut le noter. Il faut le noter parce que demain, ça sera bah, telle amie, elle m'a dit une chose et ça m'a blessé. Voilà. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je m'en rappelle pas. Mais voilà. Et ça va revenir comme ça. Et en fait, ça, quand on recherche un petit peu dans la littérature, au bout de 7 jours, on a une mémoire qui revient à plus de 60-70% de mémoire onirique. Alors, bah, 70% de quoi? Tout dépend de ses facultés qu'on a à la base, quoi. Des parents qu'on a eus, est-ce qu'on nous a posé des questions? Ah, t'as rêvé de quoi? Tout ça, c'est des critères qui vont finalement expliquer des variations interindividuelles et des variations voilà, Bah, entre... moi, j'en suis exactement là. C'est-à-dire que je note mes rêves. J'ai le petit carnet à côté de mon lit. Alors ça, c'est le tips par contre que tu as donné de pas bouger. Ça, c'est très bon. Le truc, c'est que moi, j'ai pas du tout le rêve lucide encore.
Donc c'est vraiment, je suis à ce stade-là que je viens de te décrire. Mm. Comment est-ce que je fais pour passer... Donc tu as dit le test de réalité, ça c'était un truc. Est-ce Ouais. qu'il y a d'autres choses ou est-ce que tu veux peut-être faire double-clic sur le test de réalité, ce que ça veut dire? Ouais, vraiment, je pense que c'est important de définir qu'est-ce que c'est. Une des choses qui fait qu'en rêve, beaucoup de personnes n'arrivent pas à retrouver leur libre arbitre, c'est que dans la journée, peu de personnes sont conscients de ce qu'ils font. Et quand je dis peu de personnes, c'est on fonctionne quasiment tous grâce à des automatismes. La fréquence cardiaque, c'est quelque chose qui est autogéré. La respiration, c'est quelque chose qui est autogéré. Conduire, c'est quelque chose qui est autogéré. Manger, c'est quelque chose qui est autogéré. C'est bien pour ça, en fait, que la plupart des choses qu'on est capable de faire, on, on est capable de le faire en faisant quelque chose d'autre. Et donc, bah, on mange et en même temps on est au téléphone, on conduit et en même temps on fait ceci. Et donc, on est tellement multitâche que finalement, ce que notre corps il fait dans une activité propre, on a même du mal à être conscient de faire cette chose-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de courants de méditation où on parle de, dans le mindfulness par exemple, dans les protocoles MBSR, MBCT, ces protocoles un peu épurés de tous les mantras, etc. Parce que c'est des protocoles scientifiques de méditation. Donc, hors de question de parler de Bouddha ou de Krishna dans ce type de méditation-là. On médite, c'est la mécanique de la respiration, c'est comment est-ce que les états mentaux fonctionnent, et donc c'est une réflexion sur ça. L'idée un petit peu ici, c'est déjà de revenir dans un instant présent, de prendre conscience que on est dans la réalité. Donc la respiration, c'est un excellent ancrage. On parlera de ça si on parle de méditation un jour. Mais pour le coup, les tests de réalité qui nous permettent de prendre conscience qu'on est bel et bien dans la réalité, c'est des choses qu'il faut mettre en place dans la journée. Et donc, je vais en citer d'autres. Tout à l'heure, on a dit regarder ses doigts dans un rêve. On ne se souvient pas beaucoup de ses doigts, du moins on n'arrive pas à les visualiser. Et finalement, on n'arrive pas à les simuler. Parce qu'on a les yeux fermés en fait. Donc regarder ses doigts en rêve, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être capable de les imaginer. Et c'est une petite parenthèse que je vais ouvrir, mais il y a d'autres espèces, je ne vais pas dire d'êtres vivants, mais d'êtres qui ont du mal à synthétiser des doigts. Et on est en train de traverser l'ère de l'intelligence artificielle. Et pour les IA génératives, une des choses qui est la plus difficile à synthétiser, Hmm. J'allais t'en parler, ouais, c'est vrai que c'est assez ouf. c'est assez incroyable parce que pourtant les IA génératives sont capables de générer des images très complexes, hein. Ils sont maintenant capables de reproduire à l'identique des figures géométriques très complexes. Donc on commence à un petit peu expliquer pourquoi, mais en tout cas pour les êtres humains, moi ce que je peux dire, c'est que une des raisons pour laquelle on n'arrive pas à se souvenir qu'on a cinq doigts, et du moins on n'arrive pas à les visualiser, c'est qu'on regarde très très peu nos doigts en fait. On a très peu besoin de regarder nos doigts. Pourquoi? Parce que ça fait partie d'une des parties de nos corps euh, où Ça me on donne a... envie de regarder. Tu dis ça, j'ai envie de regarder mes doigts du coup. Ah oui, oui, le regarder. Bah oui, mais en fait c'est parce que on a un sens qu'on appelle la stéréognosie. La stéréognosie, c'est le sens de la reconnaissance des formes. Je vais prendre mon micro là. Et je vais fermer les yeux et je vais essayer voilà, de la gripper. En fait, si j'étais aveugle, d'ailleurs les aveugles lisent avec le braille, c'est bien parce que les doigts en fait ont une très très fine capacité de pouvoir discriminer les petites irrégularités en fait. Les petites, on appelle ça le L'aspérité. critique, voilà, les petites différences Hmm. qu'il va y avoir entre deux sensations, entre le chaud, le froid, entre est-ce que c'est rugueux, est-ce que c'est dufteux, est-ce que c'est soyeux ou pas. En fait, les doigts sont spécialisés dans le fait de reconnaître les petites choses, les petits détails. Et donc, en fait, on n'a pas vraiment besoin de regarder nos mains, parce que même quand on cherche les clés dans le sac, qu'est-ce qu'on fait? On met la clé dans le sac, et puis on reconnaît la clé, et on la sort, et on la met on la met dans l'orifice de la clé, et puis c'est parti. Et donc, on ne regarde pas souvent nos mains. Donc, vraiment, une des choses qui est vraiment importante, c'est de faire attention à des petits détails. Donc, petits détails, mais avec la vision. Parce que la vision, en fait, c'est principalement ce avec quoi on va rentrer dans les états de rêve lucide Ok. un peu plus approfondis. Toi, tu disais là, depuis que le podcast a commencé, tu as regardé 4 fois tes doigts. Ouais, Donc c'est quelque chose que tu fais une volontairement. fois toutes les 10 minutes, on va dire. Ça peut être quelque chose que je fais toutes les 10 minutes. Alors, tout un temps, en fait, j'avais une espèce de... Ça, c'est un autre tips aussi que je donne. Je mettais un rappel sur mon téléphone. Alors, c'était juste un vibreur dans ma poche. Mais en fait, chaque fois, je sentais une sensation un peu fantôme, comme si j'avais reçu un texto. Et du coup, je pensais à le faire. Si bien que après avoir fait ça un mois à peu près,
j'avais plus Hmm. besoin d'activer ce rappel et c'était un petit peu automatique, quoi. Je regardais régulièrement, ce qui si bien que de manière tout à fait automatique, quand je rêvais, et ben, je regardais mes doigts, je disais, ah tiens, j'ai 4 doigts. Alors je vais quand même dire un truc, Attends, 4 doigts et pas 5 du coup. T'as jamais vu tes mains avec 5 doigts dans tes rêves? jamais. Jusqu'ici, jamais. Alors si un jour, 5 doigts en rêve, tu me rappelles tout de suite et on fait l'épisode 2 pour débunker tout ça. Ok, ok. Super, t'allais dire quelque chose en plus? Un autre Oui, tips? alors c'est une petite chose, oui, sur les rêves lucides, un conseil que j'aime bien donner aussi pour vraiment ceux qui ont déjà expérimenté et tout ça, parce que je vais pas parler comme si j'étais le seul à faire des rêves lucides, je pense que plein de gens ont fait des rêves lucides Ouais. au moins une fois dans leur vie. Pour ceux qui s'amusent un petit peu à ça, il faut vraiment pas trop s'exciter au moment où on prend conscience qu'on Hmm. rêve. Parce qu'en fait, l'excitation, le fait d'être vraiment content, tout ça, souvent ça réveille. Moi, les premiers rêves lucides, c'était un peu ça. J'étais, ah, c'est pas vrai, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça. Et en fait, à force de, voilà, Boum. juste imaginer tout ça, laisser, ça augmente la fréquence cardiaque. Ça fait sécréter des hormones en fait dans le corps qui sont parfois de l'ordre de, ouais, c'est de la joie, c'est un peu de Hmm. l'excitation, tout ça, mais ça parfois ça suffit à réveiller quoi. Il y a très peu de personnes à qui c'est arrivé, mais il y a des gens qui se réveillent en hurlant quoi. Parce qu'au niveau émotionnel, c'est trop fort dans le rêve ou c'est trop fort dans le cauchemar. Hmm. Et donc, faut pas oublier que c'est pas parce qu'on est dans un rêve que les jeux hormonaux, neurophysiologiques et physiologiques ne font pas effet sur nous, en fait. Je vais te raconter une petite expérience personnelle qui fait un magnifique pont avec ce que tu viens de dire et avec la méditation. Ouais. C'était qu'au cours d'une séance donc c'est des méditations de 10 jours, Vipassana, où tu es 10 jours en silence en train de méditer 10 heures par jour. Une des expériences que tu peux faire, c'est, tu peux avoir des expériences très belles et très dures aussi. J'ai eu un moment où j'ai eu une expérience très belle presque d'abandon de mon corps, et je réalise que je suis en train d'avoir cette expérience qui était magnifique, lumineuse. J'ai l'impression de devenir une lumière, et je m'excite, et boum, et je suis ramené au sol, genre de façon hyper dure. Et j'étais là, non, 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 qu'est-ce que j'ai fait et tout, je suis dégoûté. C'est Et ça. donc, et donc, ça rejoint exactement ce que tu viens de dire, et tu as fait plusieurs fois des allusions à la méditation, mais c'est vrai, et je pense que le parallèle avec le rêve lucide est bon. Si tu rentres dans ce truc-là, il faut rester genre super calme en fait. Il faut pas du tout s'emballer, ce qui est dur parce que c'est quelque chose d'extrêmement plaisant. Et justement, il faut arriver à contrôler, à se contrôler pour, pour pouvoir prolonger l'expérience. Mhm. Et si tu n'arrives pas à faire ça, paf, direct l'expérience s'arrête. C'est ça. C'est vraiment ça. Je suis très content que tu aies partagé cette aventure que tu as vécue là-bas. Alors, Vipassana, tu as fait ça où? Tu as fait ça en Europe ou en Asie pour le coup? Moi, j'ai fait ça en Équateur. J'ai fait une fois en tant que méditant Ok, et une fois en tant qu'assistant. Donc, d'accord. je l'ai fait. Après, voilà, on peut dire 2 fois, mais une fois vraiment pour s'asseoir, comme on me dit, Ouais. et une fois plutôt pour cuisiner pour que les gens. En fait, tu peux soit donc faire le choix de t'asseoir, soit faire le choix d'aider à la logistique. Donc, c'est-à-dire cuisiner, faire en sorte que les autres méditants puissent être dans leur bulle. Donc tu crées la bulle nécessaire pour les autres. Donc et les deux sont des bonnes expériences parce qu'en fait, il y en a un où tu es en train de cuisiner à 4 heures, donc tu te lèves à 4 heures du matin, à 4h10, tu es en train de couper des carottes et des oignons, et en fait, malgré tout, tu te retrouves dans une dynamique où tu es en train de méditer 4 ou 5 heures par jour. Donc au lieu de 10 heures par jour, tu médites quand même voilà, entre 4 et 5 heures. Et c'est assez intéressant parce que c'est plus proche de ce qui peut être vécu dans le quotidien. Ok. Donc c'est arriver à méditer tout en ayant une activité, tout en parlant, alors que vraiment Vipassana, tu t'assois, tu es dans un silence de plomb toute la journée, c'est très particulier. Les deux expériences sont hyper riches. T'as eu des expériences similaires où t'as été tenté peut-être par Vipassana Non, à un ouais, moment ou à ouais, un autre? on m'a raconté plusieurs témoignages et ouais, j'ai bien envie de vivre cette expérience et pour le coup, on m'a beaucoup parlé du Népal comme chouette destination pour expérimenter ça.
Tu peux Bon, le faire en dans France les aussi. voilà, pour l'instant, je suis dans les Antilles et typiquement ici, ça n'existe pas. Donc, si quelqu'un parmi nos auditeurs veut monter une école Vipassana en Guadeloupe ou dans les Antilles, je pense que ça pourrait aider énormément. Mais alors, c'est pas, c'est des centres en fait, et c'est dépendant d'une sorte de communauté de méditants qui est liée au bouddhisme. Mais c'est vraiment une technique. Ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. C'est-à-dire que quand toi, tu entres dans le stage, ton stage, il est payé déjà. Il est payé par qui? Par des personnes qui ont fait des dons. Donc à la fin de ton stage, toi, tu peux sortir de là et en fait partir comme ça. C'est bien sûr, bien évidemment recommandé de faire un don pour que la machine puisse tourner, mais c'est pas du tout obligatoire. Donc dans toute la France hexagonale et ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un en Guadeloupe, D'accord. Eh ben, tu mais sais, je vais mener ma petite recherche. Mais justement, j'avais une question par rapport à ça. vas-y. Est-ce que justement pendant ces expériences de Vipassana, tu avais porté attention à ce qui se passait justement dans le rêve ou dans ton Ah sommeil? ouais. Ah mais oui, t'es hyper présent dans tes rêves. Tu as une capacité à rêver qui est décuplée, clairement. En fait, c'est marrant parce que cette privation sensorielle décuple tes sens dans les rêves, du coup. Et tu vas vraiment beaucoup plus loin dans ton subconscient. Le fait d'être moins stimulé à l'extérieur stimule ton intérieur beaucoup, effectivement. Ouais. Très bien. Donc ça se recoupe. Moi, je suis content quand une autre personne qui vient d'autres horizons, finalement, me raconte une expérience Hmm. qui me fait penser à ce que je vis, quoi. Donc, ouais. Donc, oui, pour simplement revenir sur cet état un peu d'excitation qui parfois nous fait perdre le contact avec l'expérience en tant que telle. Moi, pour le coup, mon tout premier rêve lucide, c'est qu'en fait, j'étais au volant d'une Ford. Alors, quand j'étais étudiant, j'avais une petite Ford. Et alors, moi, je faisais un test de réalité que je vais décrire qui est très simple. C'est que quand vous voyez une écriture, peu importe, un panneau publicitaire, une marque, juste quelque chose qui est écrit, vous regardez cette chose et vous détournez le regard, juste une seconde ou deux, et vous remettez le regard sur cette chose. Il y a de très 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 grandes de chances pardon, qu'il soit marqué autre chose. Soit un anagramme, soit une recombinaison avec les mêmes lettres, un autre mot, etc. Et donc moi je m'amusais au volant, comme je faisais des tests de réalité assez régulièrement, bah, j'avais trouvé ce truc, en fait, je me disais, bon, j'ai pas envie de m'embêter à chaque fois à mettre un réveil et tout ça pour faire mes tests. Donc je regardais en fait la marque de ma bagnole et je me disais, bah s'il est marqué toujours Ford, c'est que je suis dans un rêve. C'est que je suis dans la réalité, pardon. Et donc, bah, un beau jour, je regarde mon petit volant là, et puis je jette un coup d'œil dessus. Alors, c'est 2 secondes. Après, je regarde la route quand même pour savoir s'il n'y a pas de voiture qui arrive ou s'il n'y a pas de danger. Et je regarde de nouveau mon Ford et je vois qu'il est marqué Dorf. Et là, je regarde de nouveau, je reteste une deuxième fois et je vois qu'il est marqué Dorf. Alors, ce que je fais, je mets un gros coup de frein avec ma petite cacahuète là. Je l'appelais ma petite cacahuète, la Ford. Je mets un C'est coup de mignon. frein, je mets le frein à main. Et je descends de la bagnole et là je me retrouve, tu vas devoir m'aider un petit peu, mais ce grand pont rouge qu'il y a à San Francisco, comment est-ce qu'il s'appelle? Le bridge, Golden Bridge. Golden Bridge. Je me retrouve là. Golden Bay Bridge. Ok, alors bon, je me retrouve là et je crois que depuis que j'étais gamin, j'ai souvent regardé des films où on voyait ce pont et tout ça. Et en fait, je me suis imaginé là. Et à cette époque, quand je faisais les rêves lucides, je voulais vraiment voler. Je voulais apprendre à voler un peu comme Sangoku et tout ça. Je rêvais de percer les nuages et tout ça. Et du coup, en fait, premier réflexe, je mets un coup de frein, je descends de la voiture et je vois en fait que je suis. Parce qu'il me semble que ce pont-là, il est au-dessus de l'eau. Et donc, je me dis, mais en fait, je vais me jeter de là en fait. Et je regarde derrière moi et puis ça klaxonne et j'ai fait un bouchon, mais vraiment comme aux States quand t'as un cyclone qui arrive et que tu vois qu'il y a 1000 voitures derrière. Et en fait, moi, je vois ça et tout et je vois que c'est moi qui bloque le chemin et t'as le mec derrière qui klaxonne et tout. Et en fait, bon, je sais pas si on peut flouter, mais en fait, je lui ai présenté autre chose que mon petit doigt et je lui ai dit, écoute, ici on est dans mon rêve, c'est moi qui décide du tempo. Donc je lui ai dit, tu vas attendre, j'ai des choses à faire. Et du coup, j'ai pris les barreaux Mais du non. pont à 2 mains. J'ai sauté dans le vide, mais parce que j'étais certain, en fait, j'étais certain que j'étais dans un rêve. Et en fait, quand j'ai sauté, je me suis retrouvé en train de descendre. Je descendais, et en fait, plus je descendais, plus je prenais de la vitesse, et plus je me disais, mais et si je m'étais trompé, en fait? Waouh. Et si je m'étais trompé?
et si j'étais réellement dans la réalité et pas dans un rêve. Et en fait, j'arrêtais pas de répéter, j'ai répété, non, il était marqué Dorf, il était marqué Dorf, il était marqué Dorf, et je répétais ça en fait. Et c'était ça. Donc, les techniques mnémotechniques, c'est avant de dormir, mais c'est aussi pendant. Parce que plus je répétais, euh, c'était marqué Dorf, plus en fait je ralentissais dans cette chute. Chose qui est très paradoxale pour une chute dans la réalité. J'ai déjà fait un petit peu de parapente, un peu de slackline où on a un peu une sensation de vertige. En général, plus on tombe, plus on va vite. Donc ici, plus je disais Dorf, 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 plus en fait je ralentissais jusqu'à ce que je me retrouve en fait vraiment au-dessus de la surface de l'eau. Un peu comme voilà, je marchais sur l'eau quoi. Et puis je me suis stabilisé vraiment au-dessus de l'eau quoi. J'ai regardé en l'air et je me suis dit bon bah voilà, maintenant c'est le moment de faire ce qui était prévu en fait, c'est-à-dire voler comme Sangoku. Et en fait là, j'ai mis mon poing comme ça et puis ça n'a pas du tout marché. En fait, il y a eu une vieille musique d'ascenseur qui est apparue et puis ça fait tu vois, mais genre trop calme, trop deep. Et je me suis dit, mais non, c'est pas ça que je veux. Et en fait, ça m'a frustré et je me suis réveillé, quoi. Je me suis réveillé avec cette petite chanson Hmm. d'ascenseur. Et je me suis dit, non, bon, c'était extraordinaire, hein. Je me suis réveillé en me disant, mais ouais, c'est exactement ça. J'en ai eu la preuve et tout ça. Bon, ça fait plus de 10 ans. Maintenant, je m'amuse à faire d'autres choses en rêve. Mais c'est pour dire que l'excitation, le fait d'avoir un doute, de cultiver le doute, parce que ça aussi, en fait, ça fait partie des critères, et c'est le troisième critère que je voulais citer, c'est le fait de cultiver le doute. Si dans votre quotidien, vous cultivez pas le doute sur ce qu'on vous dit, sur ce que vous recevez de la réalité, même sur les sens, hein, parce que les hallucinations, ça existe. Donc, si vous remettez rien en cause dans votre réalité, dans votre quotidien, quand vous êtes éveillé, c'est pas dans votre sommeil que vous allez remettre en cause la nature du rêve, quoi. Donc, pour moi, ça va ensemble, et ça, c'est vraiment les choses cruciales, pour le coup. J'invite les gens voilà, à suivre. Ok, je trouve ça assez ouf que dans ton rêve où tu sautes du Golden Bridge, c'est la petite musique d'ascenseur de merde frustrante qui t'est réveillée et pas la chute incroyable de peut-être 100 mètres jusqu'à Ouais. l'eau où t'as réussi à garder ton calme. En fait, ouais, parce que la peur, moi je pense que la peur, c'est quelque chose qu'on est capable de supporter plus que la frustration. En fait, la frustration liée au fait de perdre sa lucidité ou de perdre le contrôle dans un rêve, elle peut être plus dérangeante que la sensation de peur. Parce que la sensation de peur, elle fait fonctionner pas mal de circuits un peu automatiques que le cerveau a l'habitude de traiter. Typiquement, il y a beaucoup de gens qui décrivent dans la réalité, hein, typiquement les pompiers, les ambulanciers, etc. Ils décrivent que quand ils vivent une situation vraiment extrême, bah, finalement, en fait, ils se retrouvent à décrire les choses de manière assez automatique, quoi. Comment vous avez fait pour sauver cette personne-là de la noyade? Oh, bah, je l'ai vu se noyer, j'ai vu sa main, j'ai sauté dans cette direction, je suis tombé, j'ai nagé, j'ai reparti. Est-ce que vous faites de la natation à haut niveau? Non, pas du tout. J'ai fait. Et donc, si tu veux, dans des situations très extrêmes, le corps et le cerveau, de manière un peu alors c'est une thèse qui provient un petit peu des théories évolutionnistes et de l'héritage qu'on a eh bien de nos ancêtres finalement, de s'être exposés à des dangers très très importants. Aujourd'hui, nous, on vit dans un milieu où on est relativement en sécurité. Mais bon, l'histoire de l'humanité, c'est pas 2000 ans, quoi. Je veux dire, depuis plusieurs centaines de milliers d'années, les êtres humains se sont confrontés à des choses beaucoup plus dangereuses que de tomber de haut de 10 mètres ou des choses comme ça. Je veux dire, les mécanismes liés à la peur, pour autoréguler notre corps, notre organisme et nos hormones, sont très automatiques. Mais le fait de perdre la face, par exemple, c'est quelque chose, ce sont des mécanismes qui sont gérés par d'autres parties du cerveau et qui sont intégrés de manière complètement autre. Surtout quand on a un objectif. Parce que ça, c'est peut-être la dernière des choses dont on va parler, mais l'objectif que tu vas avoir avant de t'endormir est très lié au niveau de frustration que tu peux avoir dans le rêve. Notamment si tu cherches à provoquer des rêves lucides. Typiquement, si tu te Hmm. dis, bon, j'ai envie de rêver de Angelina Jolie, mais le moment où tu arrives à synthétiser la maison, où tu rêves de la retrouver, etc., tu ouvres la porte, et en fait, c'est complètement autre chose. C'est tu tombes sur je sais pas moi, Monsieur propre.
Ou Monsieur Propre, tu vois. Monsieur Propre, je pense que ça me gênerait un petit peu encore pire. Bah ouais, c'est tellement frustrant, c'est tellement pas ça que ouais, tu te dis, bon, je veux plus entendre parler de cette histoire. Donc tu préfères te réveiller, quoi. Bon, évidemment, il y a beaucoup de cauchemars où on se réveille aussi, mais voilà, je pense qu'il y a des sentiments qui sont gérés un petit peu de manière complexe, de manière un peu différente pour le cerveau en rêve. Ok. Tu faisais. Alors, pour moi, c'est bon de continuer un petit peu après le temps qu'on s'était donné. Je sais pas si pour toi c'est bon aussi. Ouais, j'ai encore un petit quart d'heure parce que j'ai un rendez-vous très bientôt, mais Vas-y. on peut prolonger, on peut prolonger. Moi, j'aime bien discuter avec toi, Roland. Vas-y, parfait, nickel. J'allais te demander sur le bouddhisme qui ont aussi cette pratique du rêve. Ils parlent de yoga du rêve, je crois même. Alors, je sais pas si, enfin, corrige-moi si c'est pas les bons termes, mais qu'est-ce que tu sais de tout ça? Alors, il y a effectivement chez des héritiers euh, du bouddhisme, notamment ce qu'on appelle le yoga du rêve tibétain. Donc, c'est beaucoup au Tibet qu'on retrouve ces courants spirituels. Pour résumer, le bouddhisme en tant que tel se veut d'être une méthode didactique pour pouvoir rentrer en contact avec des niveaux de réalité un peu plus vastes. De comprendre aussi en quoi est-ce qu'on n'est pas distinct du monde qui nous entoure et bah, de l'unité du monde, quelque part. Donc le rêve, c'est pas quelque chose à extraire de nos explorations. C'est pas quelque chose non plus à extraire de la réalité, puisque la réalité, entre guillemets, avec un grand R, est inclus dans ce qu'on appelle l'un ou l'unicité du monde. Euh, pour le coup, eux, dans leur manière de parler de ça, ils disent que quelqu'un qui n'a pas conscience de sa lucidité ou de ses rêves n'aura pas conscience de sa vie après la mort. Et donc, Hmm. ça, c'est quelque chose qui est Du coup, lié. ça devient important là. Ça devient important parce que je pense que ça concerne à peu près tout le monde. Tout le monde s'est déjà posé la question de savoir s'il y avait une vie après la mort. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui se demandent s'il y avait une vie avant la vie. Mais la vie après la mort, pour le coup, les Tibétains se, se permettent de dénoncer justement c'est quasiment cette certitude hein, de dire ouais, il y a une vie après la mort, bien sûr, mais déjà, si vous n'êtes pas capable de vivre la vie que vous avez quand vous êtes endormi, comment vous espérez pouvoir vivre la vie qui vient après votre conscience? Et donc, c'est un petit Hmm. peu ce vers quoi ils invitent les gens. Après, moi, je ne suis pas bouddhiste. J'ai pratiqué des types de méditation où on avait emprunté, si tu veux, de la méthodologie du bouddhisme, où on avait un peu extrait des conseils, des méthodes. Mais pour le coup, je pense que tu pourrais inviter quelqu'un qui serait plus à même de parler du bouddhisme mieux que moi. Ok, tu te situes où, toi, au niveau de la spiritualité, est-ce que tu as embrassé un courant particulier ou je sais pas d'ailleurs si tu veux en parler ou pas, c'est peut-être un peu. Oui, non, bah alors spirituellement, on va dire qu'on a tous reçu des héritages de nos parents le plus souvent ou des personnes desquelles on a dû dépendre pour exister, pour recevoir une éducation. Hmm. Moi, je suis d'origine marocaine, mais je suis né en France. J'ai suivi l'école de la République et j'ai même été dans une école catholique, mais j'ai eu un héritage musulman. Et donc, Hmm. il a fallu faire un petit peu de tout ça une chose cohérente, une chose conciliante. Mhm. Et donc, je pense que je dois naviguer dans une spiritualité qui se situe entre les valeurs du christianisme, les valeurs que mes parents ont voulu me transmettre, et puis les rencontres que je fais. Pour moi, ça, je pense que c'est la partie de la spiritualité qui est la plus importante pour moi. Je pense que quand on rencontre quelqu'un et qu'on se regarde profondément dans les yeux et quand on arrive Hmm. à rencontrer et à rentrer en relation avec une personne de manière sincère, je pense qu'il n'y a rien de plus spirituel en fait. Ok. J'aimerais, pour revenir sur les rêves lucides, il y a des personnes, et notamment tu le décris aussi dans ton mémoire, qui parlent d'entité et qui parlent aussi de se réveiller donc
dans un sommeil, comment est-ce qu'on dit déjà quand les personnes peuvent plus bouger dans le sommeil? Alors, on parle de paralysie du sommeil. Voilà, dans la paralysie du sommeil avec un personnage sur leur torse. Je ne sais Ouais, pas si tu as déjà entendu parler de ça. ouais. Est-ce qu'il y a des risques à faire du rêve lucide, et notamment pour les personnes qui font de la paralysie du sommeil? Et qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que là, on est un peu à la frontière entre la magie et la science, qui sont pourtant des expériences que toi-même tu as décrites dans ton mémoire avec cette expérience des fléchettes et de la perturbation des rêveurs lucides par l'arrivée d'un personnage. C'est quoi un peu ta perception, on va dire, et ta sensation par rapport à ces témoignages? Je vais parler de ce que j'ai lu et ensuite je vais donner mon avis propre. De ce que j'ai lu, c'est que tout comme les expériences de mort imminente, donc ce sont des expériences que parfois les gens vivent quand ils sont dans un coma ou dans un sommeil très profond, ils se voient sortir de leur corps et alors ils décrivent plein de choses de l'extérieur. Euh, la paralysie du sommeil, typiquement, ça peut parfois arriver à l'endormissement, souvent ça arrive au réveil. On est complètement atonique. La raison pour laquelle on ne peut pas bouger, c'est parce qu'on est probablement encore un petit peu dans un sommeil paradoxal. On est à la fin du sommeil paradoxal. Tout à l'heure, on a décrit qu'en sommeil Hmm. paradoxal, il y avait une partie du tronc cérébral qui inhibait tous nos mouvements. Une des choses qui est inhibée aussi, c'est la fréquence respiratoire. La fréquence respiratoire, en moyenne, euh, elle est autour de 60. On respire 60 fois par minute. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, selon si on est un enfant ou un adulte. Mais on va respirer plus ou moins à cette fréquence-là. Quand on va... J'ai un petit doute sur le chiffre que je viens de donner, mais on vérifiera ça en temps venu. Euh, je pense que la fréquence respiratoire, et du moins ce que j'ai lu, est nettement réduite lors du sommeil. Cette sensation d'oppression au niveau du thorax, elle est très liée au volume pulmonaire qu'on va recruter dans le sommeil. Une des choses qu'on fait en polysomnographie, quand on veut observer euh, des sujets dans un protocole scientifique au laboratoire du sommeil, pour pouvoir observer s'il y a des troubles du sommeil, des troubles obstructifs, si la personne elle fait des apnées, qu'elle s'empêche de respirer pendant son sommeil et qu'elle euh, risque de manquer d'oxygène au niveau du cerveau, eh bien on lui met toutes sortes d'appareillages. Donc on appelle ça la polysomnographie ou la polygraphie et on va mettre toutes sortes de capteurs pour évaluer beaucoup de paramètres. Un des paramètres qu'on évalue, c'est la fréquence et les volumes et les variations de volume au niveau pulmonaire. Quand on rêve et qu'on est endormi et qu'on ne bouge pas, on n'a pas besoin de beaucoup d'oxygène en fait. On a besoin de beaucoup moins d'oxygène. Ce qui fait que bah, le thorax, il n'a pas besoin d'être hyper haut et c'est pas comme quand on court où on a besoin de prendre des grandes inspirations et de remplir la cage thoracique d'air pour avoir des grandes quantités d'oxygène. Ce qui fait que bah, quand on dort, on a une sensation de... On a le thorax un peu affaissé en fait. Et c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de ressentir. Pourquoi? Parce que en général, quand on est dans cet état-là, on dort et on n'a pas conscience de ça. Or, dans la journée, on a une fréquence respiratoire beaucoup plus importante. Et du coup, bah, quand le cerveau, il sent quelque chose sur le corps, mais qu'il ne trouve pas d'explication dans ses autres sens, c'est-à-dire par l'intermédiaire de ses autres sens, eh bien, il comble. Le cerveau, il a horreur des trous, en fait. Donc, il comble. Et donc, quand il comble, il va combler avec de l'imaginaire. Et donc, bah, pour parler de ce que j'ai lu, de ce que je m'en souviens, c'est très culture dépendant. Donc, en Hmm. Occident, on va voir la dame blanche qui va venir s'asseoir sur le thorax des gens. Chez les animistes, quelque part en Afrique, on va retrouver des divinités qui représentent quelque chose d'oppressant. Par exemple, au Maghreb, chez nous, j'ai oublié comment on appelle ça en dialecte marocain, mais on dit il y a un djinn, donc c'est la représentation des esprits chez nous, qui t'oppresse. Et donc on appelle les chamans respectifs des cultures dépendantes de l'hallucination, de ce qui va être généré par le cerveau.
pour réguler ça. Et donc, bon, bah, il y a un chaman qui va venir pour retirer la dame blanche, un exorciste peut-être. Peut-être que pour le maghrébin, ça sera un imam. Peut-être que ailleurs en Afrique, eh bien, il faudra manger telle plante pour se dégager Hmm. l'esprit. C'est-à-dire que tout ça, quand je dis c'est culture dépendant, c'est qu'on fait appel à ce qu'on appelle l'inconscient collectif et à des représentations et à des schématiques d'autres auteurs comme Carl Gustav Jung parlent d'archétypes. Ce sont des choses qui sont ancrées dans une identité collective, dans l'inconscient. On sait tous, par exemple, que quand il y a des nuages gris, eh bien, il va pleuvoir, il y a des fortes chances qu'il pleuve. Et donc, si on voit quelqu'un sortir avec un parapluie, on peut inconsciemment penser à prendre un parapluie sans vraiment avoir pris la décision le matin de dire, oh, ouais, je vais prendre un parapluie. Non, on peut très bien mettre le nez dehors et sentir un peu l'atmosphère et dire, bon, je vais aller. Et donc, il y a des choses qui vont nous faire prendre des décisions ou parfois qui vont nous donner des perceptions de la réalité qui sont dépendantes de niveaux de réalité qui sont au-delà de nous-mêmes. Et pour le coup, tout ce qui est de l'ordre des présences, les fantômes, les esprits, eh bien, ils sont décrits de manière assez différente selon les cultures. Et donc, il ne faut pas s'étonner de voir dans la littérature sur justement la paralysie du sommeil des hallucinations en fait qui sont assez diverses euh, selon l'endroit où on se trouve en fait. Ok. Alors, tu parlais de ta chaîne YouTube, tu parlais de ton livre. On arrive un peu au bout Au moment de la du temps. Alors, Au j'ai moment pas de la vraiment pub. appris à faire ça, à faire de la pub. Je sais qu'il y a des cours de marketing et tout ça. Alors, je vais quand même donner le nom de ma petite chaîne Instagram. Ça s'appelle Révélation. Alors, rêve.l.passion. Avec un S, hein. Ok. Il n'y en a pas qu'une seule, j'ai beaucoup de révélations à faire. Ok. Et alors, mon livre, Révèle-toi. Parce que je pars du principe, le but de mon livre, ça sera vraiment de redonner C'est les un beau outils titre. voilà, merci, ça fait vraiment plaisir. Mais l'idée, c'est vraiment de redonner un petit peu le flambeau aux rêveurs et vraiment d'offrir un petit peu une méthode didactique pour que la personne puisse un petit peu faire son choix dans ce qui lui convient le mieux d'entendre avant de dormir ou de mettre en place avant de dormir ou pendant le sommeil. D'offrir aussi une diversité de méthodes pour que ça puisse convenir à chacun. Et l'idée, c'est vraiment que ça soit un accompagnement et pas que ce soit un livre qui décrive une méthode à suivre. Il y aura des questions dans ce livre l'idée, ça sera de cheminer ensemble pour retrouver justement à la trace de nos rêves. C'est un peu le sous-titre du livre, sur la trace de Hmm. nos rêves oubliés. Beaucoup de personnes, je pense, n'ont plus du tout accès aux rêves à cause parfois de substances pharmacologiques, parfois c'est à cause de médicaments, parfois c'est à cause du stress, parfois c'est à cause de l'anxiété. Il y a Hmm. beaucoup de choses qui font que parfois les personnes ont une mauvaise qualité du sommeil. Donc dedans, je donnerai un petit peu l'hygiène du sommeil, les conseils pour bien dormir, pour mieux dormir. Je parlerai aussi de l'alimentation. Est-ce qu'il faut manger loin de son sommeil ou pas? Comment est-ce que ça peut influencer sur les états de rêve, sur les états de conscience notamment? Euh, et puis voilà, le reste, ça sera, je pense, à Le des... rapport au téléphone aussi, Et la c'est lumière intéressant. bleue, il y a énormément La de choses. lumière bleue. Donc voilà, c'est comme tu sais, hein, c'est une boîte de Pandore. Il y a énormément de choses qui influencent et qui peuvent Hmm. perturber le sommeil et aussi les rêves. Et pour le coup, voilà, je ferai une petite synthèse et je serais bien ravi d'en rediscuter avec toi à Ben l'occasion. grave, quand il sort le bouquin, on se refait une belle session parce que moi j'ai encore plein de questions à te poser. Et je voulais juste terminer sur une réflexion là que je viens d'avoir quand tu parlais de révélation. Ouais. Ce qui est dans le cadre culturel, disons occidental, on parle de doux rêveur comme quelque chose limite de péjoratif, tu vois. Le rêve, en Occident, ou plutôt en France plus particulièrement, on est complètement déconnecté, mais enfin de la pratique du rêve. Et en plus, c'est quelque chose de péjoratif. C'est ah ouais, c'est un doux rêveur, c'est un mec qui est pas atterri. Et parce qu'il rêve trop, il fait pas assez ou il serait pas assez Moi, productif. Ou... j'entends ce que je disais, je pense que c'est assez dommage, mais je répondrai tout simplement à ces gens-là qui sont complètement déconnectés de la réalité scientifique de ce que c'est qu'un rêve, parce qu'à peu près 70% du contenu des rêves, c'est des cauchemars. Donc la plupart de nos rêves sont empreints de problèmes interrelationnels avec les gens, de résolution de problèmes qui nous préoccupent dans la journée, de cauchemars, de choses qui nous font peur. Euh, je vois pas très bien ce que ça a à voir avec la douceur.
Donc voilà. C'est vrai. C'est Donc vrai, être c'est un vrai. bon rêveur, oui, je veux bien, mais dans nos rêves, souvent, on essaye de soit s'en sortir, soit survivre, soit régler des Hmm. problèmes qui nous préoccupent dans la journée, soit jouir du peu de bon qui parfois vient à nous. Et je pense que ça aussi, c'est un apprentissage, apprendre à jouir des belles choses qui viennent à nous dans la réalité. Je pense que c'est une chose que tout le monde doit apprendre à faire. Et une des manières de le faire, bah, c'est déjà d'apprécier les bons rêves et de pouvoir profiter des belles choses dans le rêve. D'oser vivre, de ne pas avoir peur de vivre. Oser rêver. Oser. Trop bien, c'est une belle pub pour le rêve. Allez, Ça on va fait trop. garder ça. Bon, ben Rachid, gros kiff ce podcast, c'est vraiment génial. Tiens-moi au jus sur la sortie de ton livre, on aura l'occasion d'en rediscuter.